Bonjour à toutes et à tous pour cette dernière séquence des grands dossiers de la protection sociale. Dernière séquence qu'on a souhaité organiser autour du thème « Retrouver la proximité ». En effet, ce sujet de la proximité, il innerve la stratégie des pouvoirs publics concernant les services publics. C'est notamment l'idée du dernier kilomètre qu'évoque souvent le président de la République. Mais aujourd'hui, il est aussi très présent, évidemment, sur les sujets santé, avec cette question de la proximité, de la disponibilité. Et ces sujets sont d'autant plus aigus que la France vieillit et que l'on sait qu'une population âgée, eh bien, son périmètre dans lequel elle peut se déplacer est plus restreint. Et donc, cette question de la proximité nous a semblé assez essentielle, mais on va en discuter avec nos intervenants, de voir si effectivement ils partagent ce sentiment. Alors, pour cette dernière séquence, nous avons la chance d'avoir Agnès Firmin-Lebaudot, donc ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la Prévention, qui est chargée, et c'est un nouveau terme dans l'organisation gouvernementale, de l'organisation territoriale et des professions de santé. Alors, je dis tout de suite, Agnès Firmin-Lebaudot, agenda ministériel oblige, à quelques minutes de retard, mais elle nous rejoint donc dans quelques instants. Nous avons choisi aussi d'avoir des représentants de deux organisations qui, me semble-t-il, mais ils vont peut-être me démentir, ont la question territoire un peu dans leur ADN. Donc, François-Emmanuel Blanc, directeur général de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, entre autres, parce que vous avez aussi d'autres responsabilités qui vous amènent aussi à travailler sur le sujet des territoires, et Delphine Mallet, directrice santé et autonomie de la Poste. Et j'ai envie de commencer par cette question à vous deux. Effectivement, ce sujet des territoires, effectivement, est-ce que c'est un sujet fondamental pour vous dans votre organisation? Est-ce que vous pensez aussi que les sujets d'aujourd'hui amènent à repenser la façon dont vous-même vous êtes en relation avec cette question des territoires de la proximité? François-Emmanuel et puis ensuite Delphine. Oui, bien sûr. Bien sûr, vous disiez tout à l'heure, Dominique, que la proximité, le territoire fait vraiment partie de l'ADN de notre institution, je le confirme à 100%, à plusieurs titres. C'est le cœur de notre projet stratégique, dans le cadre de l'agenda gouvernemental aussi, de la réparation des territoires ruraux, que de travailler sur cette proximité. Donc nativement, la MSA, à travers ses élus, d'abord, puisque nous avons une élection à la maille territoriale, à la maille cantonale, tous les 5 ans, qui fait que nous avons une implantation territoriale et des vigies et des ambassadeurs en territoire qui sont à même de porter les messages principaux de notre protection sociale pour le secteur agricole et rural. Nous avons également dans notre ADN cette obligation de proximité dans les territoires ruraux les plus éloignés, puisque si la MSA n'est pas présente dans les territoires ruraux au titre de la protection sociale, qui y sera? Qui représentera la protection sociale auprès des agriculteurs qui opèrent 80% du territoire national et qui ont des problématiques spécifiques en matière de protection sociale? Et notre démarche, sachez-le, à travers les suggestions de nos élus, les propositions de nos élus en particulier, s'étendent, comme nous le demande le Code rural, à l'ensemble de la population rurale, et pas seulement aux adhérents du régime agricole. Notre mission dépasse le cadre. Pas seulement maintenant vis-à-vis des agriculteurs, mais vis-à-vis de l'ensemble de la population rurale. Donc c'est à ce titre que nous sommes appropriés cette formule de la protection sociale du premier kilomètre ou du dernier kilomètre, selon le regard que l'on porte, enfin l'endroit où on se place. Depuis Paris, c'est le dernier kilomètre, mais depuis les territoires, c'est le premier kilomètre. Et nous sommes vraiment dans cette démarche-là et sur notre stratégie de présence territoriale, au-delà de nos élus, qui nous le rappellent en permanence, à travers le mécanisme de représentation et de gestion par les intéressés eux-mêmes, par la voie de l'élection de la protection sociale en territoire, eh bien, nous avons cette démarche de présence affirmée au titre des services publics en territoire, notamment à travers le projet des maisons France Service auxquelles nous participons en tant que partenaire, mais aussi en tant qu'opérateur. Nous sommes vraiment engagés là-dedans. Et nous avons cette logique de vouloir, dans nos stratégies omnicanales, toujours conserver pour le métier de base de la protection sociale, des vrais gens qui parlent à des vrais gens. C'est-à-dire que nous souhaitons avoir toujours en territoire des points de contact avec des vrais gens qui parlent avec des vrais gens et qui dépassent le cadre qui n'est pas toujours accessible, mais
qui est utile, hein, et on ne le dit pas, les chatbots, les plateformes téléphoniques. On a aussi ce type de services, ces services en ligne, mais c'est compte tenu de notre population et compte tenu des caractéristiques territoriales dans lesquelles nous sommes implantés, nous agissons, nous sommes vraiment attachés à cette démarche-là. Et donc peut-être dire un peu plus sur Maison France Service. Vous avez évoqué le fait que vous êtes fortement investi sur ce sujet. Quel bilan aujourd'hui vous en faites? C'est un bilan positif. On n'a pas pu aller aussi loin que ce que l'on avait proposé, puisqu'on avait proposé d'aller jusqu'à être opérateur de 200 Maisons France Service. Aujourd'hui, on a 74 Maisons France Service labellisées. Nous avons dans les Maisons France Service que nous opérons un cahier des charges bonifié sur la partie protection sociale. Donc c'est un bilan positif. Alors, Delphine Mallet, peut-être de votre côté, la Poste et les territoires. Hein. Oui, évidemment, la question des territoires est consubstantielle à la raison d'être de la Poste, en vérité, depuis sa création sous Louis XI. Et ce, sous plusieurs aspects, mais je pense qu'on a de l'écho entre nous sur la façon dont on voit les choses. Tout d'abord, on porte des missions de service public qui nécessitent de pouvoir servir toutes les populations, et il y aura toujours un facteur pour aller voir chaque Français partout sur le territoire métropolitain et outre-mer. Donc, on a cette raison d'être fondamentale qui persiste malgré la disparition du courrier, qui persiste autour de la création du lien, puisque c'est ça finalement la mission fondamentale des facteurs et de la Poste, c'est maintenir un lien. Nous accueillons en toute discrétion Madame la Ministre. Bonjour. Chère Agnès, merci beaucoup d'être avec nous. On s'est permis de poser deux questions. Enfin, une première question aux représentants de la CCMSA de la Poste, c'est en quoi le territoire est dans leur ADN. Et ensuite, je vous passe la parole à Madame la Ministre, si vous permettez. Voilà. Comme chez vous. Donc, effectivement, on a les mêmes réflexions du territoire et du service de proximité qui doit être à la fois éminemment local pour tenir compte des besoins du territoire, des populations et des collectivités locales, et en même temps on est obligé de rendre un certain niveau de service national. Donc on est sans arrêt en train de faire le lien entre nos attendus pour produire un service national partout en France et la capacité à l'adapter de manière extrêmement locale aux besoins des populations ou des organisations publiques, et de faire aussi en multicanal, c'est-à-dire de rendre les services en numérique, mais aussi de veiller à ce que tous les services soient inclusifs, donc de la même façon que ce qui a été évoqué juste avant, veiller à ce qu'il y ait toujours une personne en capacité de parler à nos concitoyens, à une petite entreprise, à tous les acteurs du territoire, pour garantir justement la proximité. Le digital n'est pas l'ennemi de la proximité, mais il est insuffisant, donc il faut qu'on ait la capacité à le compléter de l'humain. Merci beaucoup. Alors, Madame la Ministre, merci beaucoup d'être avec nous. Ce n'est pas la première fois que vous venez à GDPS. Vous étiez venu en tant que parlementaire l'an passé. On a beaucoup de plaisir à vous retrouver en tant que ministre. Et alors, ministre, dans votre titre, si je ne me trompe pas, donc délégué auprès du ministère de la Santé et de la Prévention, chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé, mais de l'organisation territoriale. Et sauf erreur de ma part, c'est la première fois que dans l'organigramme gouvernemental, on a un ministère chargé de l'organisation territoriale. Alors, évidemment, on avait envie de vous demander pourquoi, on se le devine un petit peu, hein, évidemment, mais surtout comment, quel levier vous commencez à imaginer sur ce sujet d'organisation territoriale. On a mis comme titre territoire retrouver la proximité. Est-ce que c'est un titre qui vous semble pertinent au jour d'aujourd'hui? Bonjour à tous, d'abord excusez mon retard, mais j'étais au Sénat pour parler d'humain et de digital. Donc très clairement, la liaison est toute faite et pour lancer un colloque sur ce sujet. Tout d'abord, vous dire que je suis ravie d'être là pour parler de la mission qui est la mienne et qui est complètement en lien avec le thème que vous abordez, retrouver la proximité. Le ministère dont j'ai l'honneur d'avoir la charge n'existait pas. Et donc c'est une création qui découle aussi de la situation que nous vivons tous au quotidien, que nos concitoyens vivent au quotidien sur
la réponse qu'on peut apporter aux besoins de santé, nous le savons, 87% de notre territoire est dit un désert médical, même si nous n'aimons pas ce terme, mais au moins tout le monde le comprend. Donc la volonté du président de la République et de la Première ministre est bien de répondre et de changer de méthode. C'est-à-dire que la solution unique décidée dans le ministère de la Santé qui s'appliquerait à toute la France ne marche pas. Et donc c'est bien partir de l'inverse, c'est partir des territoires, travailler avec les territoires, donc avec les élus. Et il y a aussi les professionnels de santé, c'est avec les élus, avec les professionnels de santé et avec les usagers pour répondre aux besoins de santé de nos concitoyens, territoire par territoire. Et c'est bien ça, cette nouvelle méthode qu'il nous faut inventer. Donc moi, je suis une élue de terrain. Je suis, je crois, une ministre de terrain. Je crois intimement à l'innovation, à la capacité d'innovation de nos territoires. Et je crois surtout aux liens de proximité qui peut-être s'est distendu. En tout cas, il s'était certainement distendu pendant la crise sanitaire, même si on a parlé à la fois de solidarité, mais malgré tout, l'éloignement qu'a créé la crise sanitaire doit nous permettre de retrouver ce lien de proximité entre les acteurs, entre les professionnels, mais aussi de l'État et des territoires. Et en tout cas, c'est la mission qui est la mienne. Et cette mission, alors, elle est dans un État, la France, qui a une organisation nationale du système de santé, un système national d'assurance maladie. Je pense évidemment qu'il n'est pas question de remettre en cause effectivement le fait qu'il y ait cette vision nationale. Donc l'organisation territoriale elle va beaucoup, je pense, être au sujet de l'organisation des acteurs pour répondre aux besoins de la population et cette différenciation d'organisation d'acteurs pour répondre aux besoins de la population. Alors, d'abord, je pense que la santé doit rester une compétence régalienne. Ça me semble important de le dire. Nous sommes les garants, en tout cas l'État est le garant de l'égalité et de l'équité d'accès aux soins de nos concitoyens. Ça, je crois qu'il est important de le dire et de le répéter. Maintenant, vous savez qu'en région, l'État est représenté à travers les agences régionales de santé. Une des missions qui sera la mienne, c'est de faire en sorte que l'échelon départemental soit renforcé. On voit bien que la construction des grandes régions a éloigné les représentants de l'État en termes de santé des territoires. Et nous l'avons senti pendant la crise sanitaire notamment, où là où il y avait une délégation départementale forte, le sentiment que l'ARS a fait le job a été ressenti. Là où la délégation départementale était un peu moins forte, le sentiment, et j'étais au département de France hier, donc je vois très bien ce dont je parle, a été ressenti comme une action un peu moins forte. Donc moi je suis intimement convaincue, et pour être encore conseiller départemental, que l'échelon départemental des ARS doit absolument être renforcé pour renforcer ce lien de proximité et donc pour que l'État, à travers les ARS et cet échelon départemental, puisse travailler avec les collectivités territoriales qui n'ont pas la compétence santé, mais qui ont bien aussi compris l'enjeu qu'elles avaient à accompagner l'État. Et l'État a aussi compris l'enjeu qu'il avait à travailler avec les collectivités territoriales. Je crois que la crise sanitaire, et je pense que le meilleur exemple, c'est l'exemple des centres de vaccination. Nous avons ensemble, collectivement, réussi en un temps record à monter ces centres de vaccination, ces centres de dépistage, parce que les collectivités territoriales, que ce soit les mairies, que ce soit les départements, que ce soit les régions parfois, ont travaillé main dans la main avec l'État pour apporter une réponse urgente à nos concitoyens. Donc cet état d'esprit, il faut continuer à le garder pour essayer de répondre aux besoins de santé de nos concitoyens, pour trouver des solutions qui soient adaptées à chaque territoire, et il y en a. Nous avons lancé la semaine dernière le CNR en santé, et nous avons déjà fait deux CNR dans 2 régions différentes, et on voit bien que les solutions imaginées par le terrain, elles existent. Charge à nous de les rendre applicables, duplicables, et en tout cas de ne pas être des empêcheurs de faire.
Alors, Madame la Ministre, vous avez beaucoup parlé de travail entre les élus et les structures de l'État, notamment RS. Je ne vais pas vous démentir, puisque j'ai aussi commis un rapport récent qui s'appelle « Vers un service public territorial de l'autonomie », qui, me semble-t-il, va assez dans cette direction, mais c'est pas le sujet, enfin, même s'il est très lié, en fait, mais enfin, on ne va pas trop parler de ça aujourd'hui. Mais peut-être, dans ce lien, effectivement, avec les élus, je pense qu'il y a l'idée que la santé a aussi à faire avec disons ce qu'on appelle le social, c'est-à-dire effectivement aussi des aspects qui dépendent plus des collectivités locales et sur lesquels des acteurs, enfin il y a à la fois ceux qui aident les acteurs de santé entre eux, mais il y a aussi à travailler avec d'autres acteurs. Et ensuite, je vais vous donner la parole, et ensuite je pense qu'il sera intéressant d'écouter François Munelblanc et Delphine Mallet pour dire eux, donc en tant qu'MSA, en tant que poste, quelles actions voient-ils effectivement pour servir ce nouveau travail de la proximité, de collaboration entre acteurs? Il y a les élus et les acteurs. Je ne vais pas démentir que la Poste peut être un acteur, puisque la Poste est en train de tester dans ma ville un service de livraison des médicaments. Donc évidemment, c'est bien ensemble acteurs. Alors évidemment, le raccourci quand on parle de proximité, et c'est peut-être le prisme de l'élu qui parle, c'est de parler uniquement des élus. Mais on voit bien que de toute façon, la réponse, elle ne sera pas uniquement élus, profession de santé et usagers. Bien sûr que les acteurs, que ce sont les mutuelles, que ce sont la Poste qui peut apporter des réponses, les mutuelles dans le cadre de la prévention, j'imagine, auront aussi des rôles à jouer. Les réponses, elles seront forcément multifactorielles parce que nous devons prendre, j'allais dire, le champ, il est énorme. Donc chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Et je sais que, au moins les deux acteurs qui sont présents ce matin, la Poste, je le redis, est en train d'expérimenter dans ma ville quelque chose, ont envie de participer à cet effort et retrouver ce lien de proximité avec nos concitoyens, dans le domaine de la santé particulièrement, mais pas que. La lutte contre l'isolement, c'est du lien social et c'est important. Donc toutes ces choses-là font partie intégrante des choses avec lesquelles on travaille avec mon collègue Jean-Christophe Combe, qui est aussi dans le même bâtiment que nous. Avenue de Ségur ou avenue du Ken. François Munelblanc, alors peut-être du côté de la MESA, quelques réalisations, quelques propositions. Oui, quelques réactions aussi. Donc la mutualité sociale agricole, c'est le deuxième régime obligatoire de protection sociale. Donc c'est un régime multirisque, c'est-à-dire qu'il couvre la totalité du champ de la protection sociale, mais aussi la protection complémentaire, puisqu'on est en gestion pour compte de tiers opérateurs de protection sociale complémentaire en retraite ou en famille, ou en santé. Vos propos, Madame la Ministre, évoquent pour moi une notion fondamentale, puisque nous sommes organisés aussi à base électorale. Nous avons des élus et nos élus parlent aux élus de la République. Et naturellement, ils se parlent. Et c'est même une des caractéristiques de la MSA que d'être dans cette dynamique de faire en sorte que nos élus soient pas seulement des élus au sens strict du terme, mais aussi des acteurs de la santé, des acteurs de la prévention, des acteurs de la vie sociale en territoire et dans chacun des cantons. Une des problématiques de l'heure est celle d'adapter l'action de nos élus en territoire à la diminution de leur nombre, puisque dans le cadre de la loi NOTRe, nous sommes passés de 25 000 élus en territoire à 15 000, à 14 000, et donc les circonscriptions d'action de nos élus, qui sont des ambassadeurs et des vigies en territoire sur le champ du monde agricole et rural, doit prendre d'autres initiatives, d'autres formes que celles que nous avions antérieurement, qui c'était plus, disons, l'expression d'une solidarité de voisinage. Par exemple, pendant la crise, en partenariat avec l'Association des maires ruraux de France, nous avons développé, à partir de nos élus, des actions de solidarité vis-à-vis des personnes isolées. Nous avons plus de 300 000 contacts opérationnels pendant la période de confinement initial, la première période de confinement, pour prendre des nouvelles, tout simplement, des personnes qui vivaient seules à domicile dans le territoire rural et pour lutter contre cet isolement. Autre exemple d'adaptation à ce nouveau contexte, toujours sur le champ de la prévention, santé, sociale, nous avons développé la semaine dernière plus de 300 initiatives territoriales sur l'alimentation
portés selon des modalités originales. J'étais hier à l'Assemblée générale de la MSA de Franche-Comté, et en Franche-Comté, il y a eu, par exemple, je l'ai amené ici, en lien avec une influenceuse sur les réseaux sociaux, la mise en œuvre d'un petit livre qui s'appelle « Manger sainement au travail » et qui est porté dans des ateliers territoriaux par nos propres élus. Vous voyez, ce sont des exemples de cette résilience du monde agricole, de nos élus au sein de la MSA, sur le champ de la prévention santé en particulier, qui peut donner du sens à cette reconquête de la proximité, à cette reconquête des territoires, qui fait partie de notre ADN, effectivement. Nous s'inscrivons pleinement, et depuis, ce qu'on appelle MSA 2025, qui est notre offre stratégique au pouvoir public, qui a été incorporée dans la Convention d'objectifs et de gestion actuelle. Nous sommes vraiment ancrés dans cette dynamique de réparation des territoires ruraux, et c'est le sens même de la MSA. Pendant que Madame la ministre est en train de regarder les recettes, hein, je pense qu'elle est en train de préparer son déjeuner de dimanche. Mais François Munel, aussi sur le sujet de la santé, peut-être un petit mot sur des expériences. Très concrètement, absolument. Donc très concrètement, après sur ce qui est plus classique en gestion du risque assurantiel en santé, sur l'organisation des soins, sur l'accompagnement des CPTS, sur l'accompagnement de la relation entre les CPTS et les hôpitaux de proximité. Nous avons une expérimentation en cours avec l'ANAP qui concerne 4 caisses et qui va être modélisée et proposée aux autres territoires pour gérer la relation entre la clé de voûte du système de santé local, qui est l'hôpital de proximité, et l'ensemble des professionnels de santé libéraux, puisque les professionnels de santé libéraux, dans la gouvernance des hôpitaux de proximité, doivent prendre toute leur part aujourd'hui pour que cette démarche corresponde à son utilité qui est évidente quand on voit les choses concrètement sur le terrain, effectivement. Sur quel territoire, vos 4 expérimentations? J'ai plus en tête, on est sur plusieurs départements, c'est réparti sur toute la France, mais l'important c'est qu'on puisse, avec l'ANAP, donc dans le cadre du cahier des charges qu'on est en train d'élaborer, nous puissions le proposer après aux autres opérateurs. C'est tout à fait intéressant parce qu'on sait combien ce dialogue entre hôpital et acteurs CPTS, il est vraiment en sens absolument fondamental, et là où ça se passe bien, j'ai des exemples comme en Mayenne, etc., ça crée des choses quand même extrêmement fortes et extrêmement intéressantes. Et là où ça se passe bien, cet été, on a pu expérimenter très vite les services d'accès aux soins pour pouvoir répondre à la nécessité de la problématique des urgences. Et là où il y avait déjà un lien entre un hôpital de proximité et une CPTS, ça a été plus facile à monter. On voit toujours que quand il y a des territoires qui sont matures, les acteurs ont appris à se connaître confiance, en cas de crise, ils arrivent à fonctionner. J'ai aussi l'exemple de Nancy, effectivement, où il y a des choses vraiment très intéressantes qui se sont faites entre le dispositif d'appui à la coordination et l'hôpital, vraiment très bien. Bon. La Poste, peut-être. Alors, vous, on a dit que c'était dans votre ADN, et territoire, la proximité, mais obligé de se renouveler avec effectivement la baisse du courrier. Donc, comment vous positionnez-vous pour justement ces nouveaux services? Alors, on prend un certain nombre d'initiatives autour des savoir-faire de nos facteurs, qu'on forme d'ailleurs pour que leur savoir-faire évolue. On parlait de livraison de médicaments. On essaye de constituer, avec les officines des territoires, la possibilité pour les Français d'avoir facilement accès, quand ils ont du mal à se déplacer, et on sait que ça peut être le cas en sortant de l'hôpital ou pour certaines personnes âgées, à la livraison de médicaments. Donc c'est le début de cette initiative, mais c'est vrai que nos facteurs ont la capacité, si les pharmaciens le souhaitent, à pouvoir les aider à toucher les patients pour notamment avoir accès régulièrement à leur traitement. On sait que c'est un sujet, l'observance. Donc on essaye de contribuer à structurer une offre sur toute la France qui permette aux officines d'accompagner leurs patients s'ils le souhaitent avec la Poste. On a également tout à l'heure fait mention de la question de l'isolement. L'isolement, c'est un sujet ville et campagne. Il peut y avoir de l'isolement partout, à tous les âges de la vie. On travaille avec notamment le groupe SOS sur le projet Eugénie, dont peut-être vous avez entendu parler, qui vise à recenser sur une plateforme digitale, faire remonter les problématiques d'isolement, déclarer les situations d'isolement pour qu'ils puissent être prises en charge par un consortium d'acteurs associatifs ou de l'action sociale territoriale dont c'est le travail. On travaille aussi avec les petits frères des Paux. On va lancer une expérimentation à Montbrison dans la Loire parce que, en fait, il y a parfois des bénévoles, mais on ne sait pas où sont les bénéficiaires. Donc, repérer les situations d'isolement, ça, c'est des choses sur lesquelles les facteurs peuvent et franchement ont envie de contribuer. Ils envoient
dans les campagnes, ils en voient dans les villes, ils en voient dans les banlieues, des situations qui mériteraient d'être signalées aux acteurs de l'action sociale du territoire. Et c'est sur ce point-là, la capacité de repérage potentiellement massif auprès de certaines populations sur lesquelles on travaille depuis quelques temps maintenant. Je voudrais notamment citer y compris le repérage de la fragilité. Exactement, les repérages de la fragilité liée à l'âge, puisqu'on participe notamment en Occitanie avec au CH de Toulouse, le professeur Velas, au programme ICOP, qui est un programme de l'Organisation mondiale de la santé qui vise à détecter précocement les fragilités liées à l'âge, puisque 50% de la dépendance serait évitable si les fragilités sont dépistées précocement et qu'ensuite la prise en charge, qu'elle soit sociale, nutritionnelle, activité physique ou médicale, est organisée. Donc le rôle du facteur dans ce type de pilote, puisque le programme est en phase pilote en France aujourd'hui, c'est d'aller faire une petite évaluation de base. Je rappelle que ICOP, la base du programme de l'OMS, c'est que les Français puissent même s'auto-évaluer avec un outil digital. C'est l'idéal. La prévention, notamment, c'est d'abord l'affaire de l'information et du comportement de chacun. Donc, notre objectif est bien sûr d'amener les populations à s'auto-évaluer au maximum. Mais quand, pour couvrir un maximum de personnes et réussir à faire rentrer cette approche de prévention dans les habitudes à la fois des praticiens et des populations ciblées seniors, il est nécessaire d'aller au domicile, d'aller vers une population vaste pour informer et faire cet entretien d'évaluation avec elle et remonter l'information ensuite au médecin, parce que nous, on n'est pas dépositaire de l'information, on la transmet. On est capable d'aller faire des évaluations très simples sur l'audition, la vue, à partir de l'outil ICOP. Et les facteurs sont ce médiateur de l'information qui ensuite est transmise à l'infirmière ou au médecin pour prise en charge. Et là, il y a un vrai effet de levier possible de non-soignants sur des sujets de prévention. Alors, Madame la Ministre, suite à ces interventions, je avais envie de vous poser une question. On voit bien que cette nouvelle prise en charge, elle demande sans doute aussi un nouveau positionnement des différents acteurs. Et on sait aussi que, voilà, dans le secteur de la santé notamment, il y a un peu ce paradoxe, c'est que chaque profession est quand même assez jalouse de ses compétences et que c'est pas toujours évident, effectivement, de faire bouger un petit peu les choses sur qui fait quoi. Est-ce que vous pensez effectivement que c'est un des enjeux et en même temps, on voit aussi que le travail sur le terrain, en fait, justement, quand on est sur le terrain, souvent, on trouve des solutions pragmatiques, effectivement, qui fonctionnent mieux. Donc, comment voyez-vous ce sujet de déplacement, enfin, voilà, un peu des compétences de chacun pour arriver à trouver des solutions tous ensemble pour ce service à la population? Alors, je le vois bien. Est-ce que je peux rebondir sur ce que vient de dire Madame Mallet, parce que je vois bien aussi que l'enjeu est aussi de voir le coup d'après. Et pour avoir travaillé sur la problématique des livraisons des médicaments, je dis attention à ce qu'on est en train aussi nous de créer comme système où on parlait tout à l'heure d'humain et de digital. On est peut-être, et je sais bien que vous savez ce que je vais dire, c'est que la téléconsultation existe. Je suis Madame Michu, je fais une téléconsultation, j'envoie mon ordonnance par mail au pharmacien et je me fais livrer par le facteur. Ça veut dire que potentiellement, on peut soigner des gens sans qu'ils n'aient vu un professionnel de santé. Il faut qu'on ait conscience aussi des systèmes que nous sommes en train nous-mêmes d'inventer. On a eu des grands débats sur ce sujet, mais notre rôle, c'est aussi de savoir où on met le curseur et comment on le place. Donc, on expérimente ce système. Moi, je pense qu'il doit exister. On doit permettre, notamment dans les territoires les plus ruraux, à nos concitoyens d'être livrés, peu importe que ce soit des médicaments, ça peut être aussi des repas parfois. Mais je pense qu'il faut qu'on soit vigilant et de savoir le curseur où on le place. Pour répondre à votre question, écoutez, de toute façon, on a bien vu que la crise sanitaire a incité très fortement, voire parfois obligé, les professionnels à travailler entre eux, parce qu'il fallait répondre à une question. Moi, je suis ravie d'être là aujourd'hui, parce qu'hier, il s'est quand même passé quelque chose d'important. Les ordres des professions ont signé au ministère un accord. Je ne suis pas sûre que tout le monde mesure à quel point ce qui s'est passé hier est important. Ça veut dire que, tout d'abord, je salue l'engagement des médecins
à être revenus à travailler avec les ordres et que les médecins et les autres professions ont construit, ils ont construit eux-mêmes. Nous les avons écoutés, nous les avons encouragés, nous les avons incités, mais ils ont construit eux-mêmes un mode de prise en charge. Ça veut dire que nos concitoyens pourront être pris en charge par un médecin, mais la pathologie pourra être suivie par d'autres professionnels de santé. C'est une réponse à la situation que nous vivons, et je salue le travail des ordres et des professions médicales, mais en fait, c'est ce qui s'est passé et ce qui se passe parfois, j'allais dire, de façon naturelle sur le territoire, mais comme ça ne se passe pas partout sur le territoire, pour le coup, j'allais dire, le niveau national et les ordres ont pris leurs responsabilités. Maintenant, charge au ministère d'accompagner les professionnels et de pouvoir décliner, j'allais dire, le modus operandi du schéma proposé par les ordres. Mais il faut vraiment saluer ce travail et ça a été pas simple, mais c'est fait, c'est signé. Et ça veut dire que chaque profession, comme vous le soulignez, a abandonné une part de son esprit corporatiste et que je pense qu'il faut abandonner le terme de délégation de tâches, mais plutôt parler de partage de compétences. Et que cet état d'esprit des professionnels, eh ben, il est enclenché et que le partage de compétences entre chaque acteur de santé, il est en marche. Il faut le saluer et charge maintenant au ministère de la Santé d'accompagner les professionnels vers cette démarche pour pouvoir répondre à une prise en charge globale de nos concitoyens. C'est ce qu'ils attendent de nous. Et quand on écoute les associations d'usagers, on voit bien que dans l'état d'esprit de nos concitoyens, le médecin reste le médecin, mais qu'ils ont aussi besoin d'une équipe autour d'eux. Et ben, c'est ce qu'on est en train de construire. Mais l'élément déclenchant, c'est le fait que les professionnels, entre eux, ont dressé la feuille de route. Et ça, c'est quand même très important. Alors, il y a cette évolution, Madame la ministre, des professionnels, effectivement, et moi, je crois qu'il faut vraiment le noter, vous avez tout à fait raison, c'est vraiment très substantiel. On est tous d'accord, c'est vraiment important. Et il y a une évolution, vous l'avez un tout petit peu évoqué tout à l'heure, des services publics eux-mêmes aussi à réaliser pour sans doute qu'ils soient plus encore en soutien, effectivement, à ces initiatives des acteurs en proximité. Alors, j'ai aussi des questions dans le chat, justement, sur le rôle de l'assurance maladie. Bien sûr, avec François-Emmanuel, on parle de la MESA, mais n'oublions pas l'assurance maladie. Mais on a eu Thomas Fatome précédemment dans la semaine, juste aussi sur le sujet des déserts médicaux. Oui, donc voilà, je le dis, enfin, c'est l'ensemble de l'assurance maladie, parce que, mais effectivement, certains nous disent, oui, elle était très présente dans la crise avec le contact tracing, avec sur les centres de vaccination où ils ont été très acteurs aussi souvent beaucoup avec l'hôpital effectivement pour monter ces centres de vaccination. Oui, Madame la Ministre, comment voyez-vous justement ce rôle des services publics, et notamment l'assurance maladie, et cette évolution peut-être effectivement vis-à-vis des acteurs? Là aussi, la crise sanitaire a montré, et la CPM, dont ça n'était pas franchement l'ADN, j'allais dire, de réagir, a réagi très vite, a imaginé des dispositifs très vite. Enfin, franchement, on a pu aussi protéger nos concitoyens parce que tout le monde a su, j'allais dire, dépasser un peu ces barrières et des choses qui étaient parfois complètement impensables, voire irréalisables en janvier 2020, en avril 2020 l'étaient. Donc on a tous, les professionnels, mais aussi les institutions, franchi ses limites. Et la CPM, j'allais dire presque s'est découvert cette capacité à faire. Et très clairement, dans le schéma, dans les schémas de prise en charge de nos concitoyens, il va falloir aussi avancer et accompagner les professionnels. Donc il y a des modèles à inventer, c'est la feuille de route qui est la nôtre d'ores et déjà maintenant. Oui, ce que je veux dire et peut-être ajouter, c'est qu'effectivement nous savons trouver la proximité lorsqu'elle est nécessaire, et je pense qu'on est vraiment à ce stade-là de notre réflexion, de notre évolution très concrète en territoire. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué le contact tracing, les initiatives assez impensables peut-être quelques mois auparavant. C'est vrai que nos élus, par exemple au plan national, ont autofinancé une plateforme de contact tracing parce qu'ils considéraient que la MSA devait aussi participer à cette mission. Et il n'y a pas eu de financement spécifique demandé, en tout cas obtenu de l'État. Donc on l'a fait comme ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que
pour aller plus loin et pour être encore plus performant dans cette gestion de la proximité, on a quand même un certain nombre d'obstacles qu'il faut aujourd'hui surmonter. Vous en évoquiez un qui me paraît vraiment déterminant, c'était celui de la coopération entre les professions de santé, et je pense qu'on peut vraiment saluer ce travail remarquable qui a été fait par l'ensemble des ordres professionnels. Je pense que c'est extrêmement, c'est fondamental pour la suite. Il y a d'autres, et dans le dispositif d'ailleurs qui est proposé par les ordres hier, on évoque le SAS, le service d'accès aux soins, dans l'un des parcours qui est fléché. Moi, je pense qu'il y a là un obstacle à lever encore, qui est à la fois technique et puis peut-être de conception, qui serait d'élargir le SAS à d'autres missions que celles purement de la gestion de l'aigu. C'est-à-dire que si on veut rentrer dans une fonction de conciergerie fluide du système de santé, comme c'est notre recherche à tous, il serait peut-être intéressant d'imaginer un SAS qui serait une sorte de SAS trajectoire, pour reprendre la dénomination de l'outil qui est utilisé en sortie d'hospitalisation pour aller dans les SSR ou les EHPAD, par exemple, qui permettent de gérer de manière plus fluide à partir d'un annuaire des professionnels qui serait beaucoup plus général que celui que l'on a aujourd'hui, et d'un agrégateur de plages de disponibilité qui permettrait de gérer en fait le parcours de santé de manière plus fluide. Donc ça, c'est une des propositions de la MSA dans le cadre des orientations de la négociation conventionnelle pour pouvoir travailler de manière encore plus concrète à cette évolution. Lever cet obstacle éventuel à la proximité qui ferait que une personne isolée a du mal à s'orienter elle-même dans le système de santé, et donc il lui faut un assistant. Et peut-être les assistants médicaux avec un SAS rénové, les nouveaux assistants médicaux élargis, permettraient de jouer ce rôle d'assistance aux personnes qui en ont le plus besoin. Ça, c'est une première, peut-être un des premiers points à surmonter. Donc, il y a des obstacles techniques, peut-être juridiques, je ne sais pas, logistiques, sans doute, informatiques, et le partenariat habituel entre l'Agence nationale des services numériques en santé et les offreurs privés peut permettre peut-être de trouver d'autres solutions. Autre élément, c'est celui de l'attractivité d'un certain nombre de métiers pour conserver et aller plus loin dans la gestion de la proximité. Nous sommes, en ce qui nous concerne, en tant qu'opérateur aussi de services de santé au travail, confrontés aujourd'hui à des difficultés de recrutement et d'entretien des compétences de nos personnes et de stabilité de nos personnels, de fidélisation de nos personnels, les infirmiers du travail, qui nous interdisent aujourd'hui, peut-être parfois même, de remplir intégralement nos missions vis-à-vis des entreprises au titre de services de santé au travail. Donc on a un vrai sujet de concurrence avec les services de santé au travail privés, puisque nos niveaux de rémunération, les niveaux de rémunération de nos collègues ne sont pas du tout compétitifs par rapport à ce qui se passe dans les services de santé au travail privés. Voilà. Donc il faut trouver les moyens de contourner ces obstacles. C'est des solutions sans doute internes, mais peut-être aussi externes qu'il faut imaginer pour continuer à retrouver la proximité dans nos missions de service public, comme dans nos missions complémentaires. On a aussi des questions de modèle économique dans notre offre de services associés en territoire, par exemple sur nos services de soins infirmiers à domicile, puisque nous en avons dans notre réseau partenaire au sein de l'économie sociale et solidaire qui est piloté par les caisses de MSA. Nous avons une question de modèle économique aussi dans dans Présence Verte, notre téléassisteur, c'est le premier téléassisteur de France. Nous avons des questions sans doute aussi de modèle économique pour Laser Emploi, qui est un dispositif d'insertion par l'activité professionnelle, ou un dispositif qui s'appelle Solidel, qui touche l'intégration des personnes handicapées. Vous voyez, là aussi on a des questions de modèle économique qu'il faut savoir traiter. Alors c'est compliqué aujourd'hui, on le sait bien, mais là on a un vrai sujet, je pense, devant nous encore. Alors, j'ai un certain nombre de questions de nos auditeurs pour l'ensemble de nos intervenants, mais notamment Madame la Ministre, notamment cette question. Quelle grande orientation dans le PLFSS 2023 permet de renforcer la notion de proximité au sein des territoires? Est-ce qu'il y a une orientation ou pas? Du côté, alors, le parcours de soins revient beaucoup avec cette question, comment articuler la mise en œuvre entre tous les acteurs donc sur un territoire et qui coordonne. Donc voilà, cette question revient. Sur la Poste, il y a des questions. Comment réagissent les médecins quand ils reçoivent de la Poste un bilan ICOP? Voilà, et pour l'instant, c'est l'essentiel de ce que je vois. Alors, ensuite, une question, à quand une vraie réflexion autour du principe de subsidiarité? Sur la question du parcours de soins,
très clairement, la volonté qu'avec François Braun nous partageons, c'est de développer les CPTS qui sont sur les territoires. Et on l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure. Là, il y a une CPTS qui existe déjà. On a bien vu que la facilité, le fait que ce soit plus facile de créer ce lien ville-hôpital et de réagir à des situations et de créer des services d'accès aux soins pour répondre à la permanence des soins. Nous sommes intimement convaincus que lorsque la CPTS est là, le parcours de soins, la coordination entre les professionnels, elle existe. Est-ce qu'il faut imaginer des dispositifs un peu moins complexes ou est-ce qu'il faut mieux accompagner les professionnels à monter ces dispositifs? Le débat est ouvert. Moi, j'ai eu l'occasion encore mercredi soir à Saint-Germain-en-Laye de voir une CPTS qui s'est montée d'ailleurs, qui s'est institutionnalisée. Elle s'est montée toute seule pendant la crise sanitaire, naturellement. Et les professionnels ont trouvé que travailler entre eux, c'était super bien. Donc, ils ont institutionnalisé la CPTS et franchement, ils ont présenté une feuille de route qui était vraiment aboutie. Donc, actuellement, nous avons 35% du territoire français qui est couvert par une CPTS. L'objectif, c'est d'inviter et d'inciter les professionnels à le faire un peu plus parce que ça répond à un besoin. Et le schéma qui a été proposé par les ordres nous invite et va inciter les professionnels à créer ces CPTS. Alors, est-ce qu'il faut imaginer un autre dispositif? Moi, je suis un peu rétif, entre guillemets, à imaginer d'autres dispositifs. Il y en a un, est-ce qu'il faut le simplifier ou est-ce qu'il faut mieux accompagner les acteurs? Je pense que ça, ce seront des choses à débattre. Est-ce que dans le PLFSS, il y a quelque chose sur la proximité? Non, parce que d'abord, le PLFSS est un texte budgétaire, mais par contre, voilà, la mission qui est la nôtre, et qui est la nôtre, j'allais dire, aux 4 ministres qui siègent avenue Duquesne, c'est bien de faire de la proximité, j'allais dire, notre ADN. J'étais chez les maires ruraux, j'étais chez les intercos, j'étais hier à Agen chez les départements de France. Voilà, ce lien avec les collectivités, ce lien aussi qu'on va entretenir avec tous les acteurs des territoires, il est essentiel et c'est pas, il n'y a pas besoin de PLFSS pour ça. C'est la méthode et c'est notre méthode de travail. Les CPTS, elles ont été votées en 2019. Charge à nous maintenant de les mettre en application sur le territoire. C'est ça notre feuille de route. En revanche, vraisemblablement, ça peut en revanche impacter les conventions d'objectifs et de gestion des organismes, notamment de l'assurance maladie, enfin dans les missions qui sont demain données par. Donc ça, c'est de l'impact budgétaire, mais c'est pas une décision sur de la proximité. La convention médicale et l'architecture de la convention médicale qui va être renégociée là, elle fait partie du PLFSS, mais c'est pas une mesure de proximité au sens stricto sensus où je crois que la question a été posée. Oui. En revanche, il peut y avoir une convention médicale, me semble-t-il, en contrepartie de certains éléments de rémunération, des engagements. Ah oui, là on arrive déjà dans la négociation de la convention médicale. Enfin, mais si c'est ça la question, oui, on peut y aller. La question, c'est d'être avec les médecins dans une relation de gagnant-gagnant. L'enjeu de la permanence des soins, c'est un enjeu de mission de service public, c'est un enjeu de responsabilité collective. L'enjeu de maillage territorial, c'est un enjeu que nous partageons et auquel on doit apporter des réponses. Tout ça fait partie des choses qui vont être discutées avec les professions pour lesquelles les conventions vont se rouvrir ou d'autres sont en discussion. Il y a celle des kinés qui est en cours. Voilà, donc on voit bien que chaque profession a sa convention et c'est chacun son tour. Mais l'idée qui prévaut, c'est bien à chaque fois de répondre à la question qui est la nôtre, répondre aux besoins de santé de nos concitoyens avec les problématiques qui sont les nôtres. On manque de professionnels, on manque de bras, on va encore avoir 10 ans difficiles, mais ces 10 ans difficiles doivent aussi nous permettre de réinventer nos modes de fonctionnement et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Donc voilà. Alors, quand un médecin ou une infirmière reçoit une évaluation ICOP faite par le facteur, il faut savoir qu'on a été triple-checké par les équipes du professeur Velas à Toulouse, puisque quand on a commencé à faire des évaluations ICOP, alors je rappelle que c'est sur la base d'un outil qui permet normalement aux personnes de s'auto-évaluer quand elles le souhaitent ou qu'elles le peuvent. Donc, c'est pas non plus de la science nucléaire. Néanmoins, on a été formés pour ça par les infirmières du Gérontopole. Elles nous ont vérifié au sens où quand on a remonté les premières évaluations, elles ont refait les évaluations au téléphone avec les bénéficiaires pour vérifier que ce qu'on avait fait sur place
finalement, c'était cohérent avec ce qu'un professionnel de santé formé aurait pu faire. Et c'était le cas. On avait un très bon taux de qualité de la donnée remontée et de validation. C'est pour ça qu'on a fait plus de 500 évaluations ICOP. Et en fait, la posture du facteur sur ce type de projet, d'abord, on les forme encore une fois pour ça, pour pouvoir administrer le questionnaire dans de bonnes conditions, y compris de sécurité pour la personne, d'avoir le bon niveau de discours. Et on ne se prétend pas du tout soignant ou en capacité d'interpréter les résultats. C'est d'ailleurs pas du tout ce qu'on nous demande. Nous, on est le messager. C'est finalement ce qu'on a toujours été. C'est notre façon de l'être. C'est-à-dire qu'on va collecter des données, des informations, on va faire des observations en lien avec la personne. On se vit un peu comme un assistant de proximité du domicile, en fait, qui fait le lien entre une personne qui a besoin d'être suivie et un soignant qui ne peut pas se déplacer toujours ou voir tout le monde tout le temps. Donc finalement, pour des choses très simples de suivi des populations au quotidien, de manière plus systématique, l'idéal pour nous, ce serait que le facteur fasse partie des meubles, entre guillemets, des organisations de prévention dans les territoires, dans sa capacité à aller collecter de l'information pour le compte des acteurs du social ou du sanitaire. Alors, comme je reviens aux questions posées par les personnes qui nous suivent, il y a toujours cette question quand même autour de la coordination. N'y a-t-il pas un risque de concurrence entre des acteurs en quête de leur identité, de leur avenir, dans un contexte de baisse de leur mission, de leur population? Ça, je me demande si c'est pas pour aimer ça, que c'est évoqué. Mes missions, c'était aussi la Poste. Donc, la question de la coordination, et peut-être pour Madame la Ministre, cette question de la coordination, elle n'est pas tout à fait nouvelle, et on créé des dispositifs d'appui à la coordination, justement, entre professionnels pour aider les professionnels, justement, sur cette coordination. Enfin, vous avez parlé des CPTS, peut-être aussi un peu 10 mots sur comment vous voyez ce sujet des dispositifs d'appui à la coordination, donc dans le dispositif demain. Je veux bien prendre le sujet de la coordination des acteurs, pas les effecteurs, mais des actions interrégimes, par exemple. Encore une fois, je vais prendre l'expérience récente d'hier, donc Franche-Comté. Au sein de la région plus grande Bourgogne-Franche-Comté, il y a une association interrégime de prévention, qui porte, j'ai pris là aussi leur petit flyer, des ateliers pour les personnes de plus de 60 ans pour vivre intensément la retraite, avec des ateliers santé, des ateliers mémoire, des ateliers d'activité. Et ça, c'est porté vraiment en interrégime depuis des années, et ça continue à fonctionner avec, par exemple, l'initiative style théâtre, Avant j'étais vieux, je crois, qui, à Mont-Soleil-Mines, réunit 600 personnes dans une salle, avec un taux de transformation des personnes présentes de 20% pour les ateliers mémoire ou les ateliers santé qui sont proposés. Et ça, c'est des initiatives CARSAT, c'est des initiatives mutualité, c'est des initiatives assurance maladie, c'est des initiatives conjointes avec la MSA également. Donc on est bien dans cette logique de coordination. Et c'est pas parce qu'il y a moins d'adhérents à un moment donné dans une structure que les problématiques qui sont gérées par ces structures sont moins importantes. Elles deviennent peut-être même plus importantes, de manière très, très concrète. Je prends l'exemple du suicide des agriculteurs. Parce que vous savez que nous avons, et ça aussi c'est un rôle de nos élus, nous avons 300 sentinelles élus pour participer au dispositif de pilotage du dispositif rénové d'accompagnement du trouble psychosocial dans la population agricole. Pourquoi c'est aussi important? Parce que moins il y a d'agriculteurs exploitants, plus pèse sur chacun une responsabilité importante au titre de la souveraineté alimentaire du pays. C'est-à-dire que chacun a besoin de plus d'accompagnement le cas échéant, parce qu'il pèse sur lui cette responsabilité plus importante, une meilleure transition agroécologique, un meilleur entretien des terroirs et surtout cette souveraineté alimentaire. Donc ces personnes qui sont moins nombreuses méritent un accompagnement de proximité encore plus fort et méritent d'avoir un dispositif de pilotage de leur protection sociale globale qui continue à être opérationnel pour répondre à ces enjeux. Donc il n'y a pas de sujet direct entre la baisse du nombre d'adhérents et l'existence d'un organisme comme le nôtre. La coordination, je reviens au premier sujet, pas sur celui-là, qui est très important, la prévention du suicide chez les agriculteurs, mais sur
La conférence des financeurs dans la prévention de la perte d'autonomie, c'était clairement ça. C'est comment on associe à la fois les départements qui financent une partie des choses, les interrégimes qui font partie de certaines conférences des financeurs et les ARS pour porter ensemble une politique de prévention dans les territoires. Et je sais que la MSA était un des membres de ces interrégimes. Donc voilà, c'est aussi ça. Donc ça existe. Il nous faut sans cesse, j'allais dire, le réinventer, sans cesse le rappeler. Et je suis, moi, très convaincue que c'est comme ça, et c'est uniquement comme ça que nous allons y arriver. Et là où ça va marcher, c'est que la prise de conscience, elle est collective, de toute façon. Alors, pour pousser un petit peu le débat, en fait, quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, alors personne n'est parfait, donc voilà. Mais il y a un sujet qu'on n'aborde pas complètement aujourd'hui en France, alors peut-être qu'on part de trop loin pour imaginer le mettre en place. Dans d'autres pays, notamment nordiques, il y a des care managers municipaux. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup encore aujourd'hui dans notre pays de coordination entre les acteurs de l'offre. Et il y a du travail, donc c'est bien d'en parler parce qu'on n'est pas forcément tout à fait encore au bout. Mais finalement, on ne se place pas toujours complètement sur l'offre de coordination telle que la perçoit le citoyen. Et c'est vrai qu'un care manager municipal, parce qu'on n'a pas parlé de l'échelle de la commune, qui est, de mon point de vue, mais évidemment, c'est là que le ressenti se passe, hein, là, dans l'accès aux soins, aux services, aux associations, etc. Avoir quelqu'un qui vous suit tout au long de la vie, pour votre prévention, pour votre premier enfant, pour votre besoin d'hospitalisation, votre retour d'hospitalisation, etc., en termes de proximité ressentie par les concitoyens et de qualité du suivi tout au long de la vie par tous les services qui, derrière, seraient parfaitement coordonnés, ce serait pour moi l'idéal absolu en termes de service aux concitoyens. Mais est-ce réaliste, est-ce réalisable? Parce que notre système n'est pas basé comme ça. La personne qui faisait ça, c'était le médecin de famille. C'était ça. Sauf que notre système, il a évolué, il est en train d'évoluer parce qu'il y a moins de médecins. Mais le médecin de famille, c'était celui qui suivait la famille et qui nous suivait quand la maman enceinte et puis après le bébé. Et c'est le médecin de famille. Ce concept-là, il n'existe plus. Et puis après, il faut aussi comparer ce qui est tout à fait comparable. Le care, à mon avis, est sans doute la chose vers laquelle on va tendre. Mais on sait très bien que notre système de santé n'est pas du tout conçu comme les modèles. Mais certains nous envient notre système de santé. Donc, quand vous allez débattre dans d'autres pays, ils disent regardez ce qui se passe en France. Donc, je pense que c'est important de regarder. Mais ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la prise en charge globale, elle est bien là. Et la demande de nos concitoyens, eu égard au fait que la prise en charge par le médecin de famille n'existe plus réellement parce qu'on manque de médecins, nos concitoyens nous demandent une prise en charge globale et nous disent il y a d'autres professionnels qui peuvent nous prendre en charge. Mais ça, c'est aussi assez nouveau dans la demande de nos concitoyens même. Alors, voilà. Mais si je peux me permettre, il y a aussi le sujet du vieillissement de la population, c'est le fait qu'effectivement on est beaucoup plus dans une logique de maladie chronique et donc de parcours de la personne. Et donc le sujet que vous évoquez des ruptures de parcours sorties de l'hôpital qui demandent de coordonner des acteurs certes de santé mais aussi du social, parce que préparer la sortie de l'hôpital, c'est aussi préparer effectivement les repas, l'isolement, tout ça. Donc c'est tous ces éléments-là. Alors je ne veux pas refaire je ne veux pas parler de service public territorial de l'autonomie. L'idée, c'est la prise en charge globale de la personne. On est bien d'accord. Hein, voilà. Quand même l'idée, effectivement, qu'évoquait Delphine, de dire il faut passer à un service public, à mon sens, c'est plus partir des besoins de la personne et qu'on organise les acteurs, notamment institutionnels, et notamment du côté des collectivités locales. J'ai parlé des mairies tout à l'heure, mais parce que dire la prise en charge globale de la personne, notamment lorsqu'elle est plus vulnérable, ça ne peut que se faire à partir du moment où on est capable de décloisonner la prise en charge sanitaire, sociale et médico-sociale. Et on voit bien que nos systèmes de prise en charge institutionnelle, ils sont encore très cloisonnés. Donc la tâche est grande, mais la prise de conscience, elle est déjà bien là. Et donc l'idée, je ne fais pas de fixette, mais je reviens à mon CNR, l'idée c'est aussi lorsque vous pouvez aller échanger dans les territoires, et c'est ça aussi l'intérêt. Le CNR, ce n'est pas un diagnostic, le diagnostic on l'a et on est en train d'essayer d'apporter des réponses. C'est de voir des solutions innovantes des territoires, et vous en avez cité quelques-unes, c'est pouvoir les expérimenter et après les mettre à disposition des territoires. C'est ça l'idée. Et donc là aussi, on est en train de changer un peu de paradigme. Et tout à l'heure, vous parliez du care et du patient.
le schéma qu'ont proposé les ordres, c'est bien le patient qui est en haut de la pile, et c'est en fonction du patient. J'ai un médecin, je peux faire ça. J'ai pas de médecin, je fais ça. Donc c'est bien le patient qui a été mis au cœur, et ça, c'est un début de changement de méthode. On va arriver bientôt au terme de notre séquence. Alors, j'aurais envie de vous poser à Madame la Ministre une question. Vous venez d'évoquer le CNR, c'est-à-dire le Conseil national de la refondation, pour celles et ceux qui sont moins branchés directement sur ça, et peut-être redire un peu, vous, voilà, ce que vous attendez effectivement de ce Conseil national de la refondation, de ce process, et puis peut-être pour les différents intervenants, un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé, enfin, sur ce sujet proximité, c'est le lien, mais je sais qu'il y a encore à construire, avec la planification écologique. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi un lien à faire demain entre une offre de proximité et quand même ces sujets écologiques? On a eu, Madame la Ministre, une séquence donc, dans ces grands dossiers autour de transition écologique et protection sociale. C'est un sujet sur lequel on travaille pas mal, et donc il y a eu des travaux sur l'impact donc du secteur de la santé sur les sujets écologiques. Il existe fortement sur le médicament d'ailleurs, hein, donc, mais aussi sur les transports sanitaires, sur beaucoup d'autres aspects. Voilà, je pense que, et même si c'est encore en cours de réflexion, enfin voilà, je voulais un peu avoir votre avis sur ces sujets. Alors, la première question, le Conseil national de la refondation en santé, ce que nous en attendons, c'est que tous les acteurs, j'allais dire tous les Français, qu'ils soient professionnels de santé, qu'ils soient collectivités, qu'ils soient associations, qu'ils soient la Poste, qu'ils soient la MSA, qu'ils soient usagers, puissent participer à ces débats. Je le redis, ce n'est pas un diagnostic. Le diagnostic, nous l'avons, nous essayons d'apporter des mesures. Mais l'idée, c'est de voir dans chaque territoire les bonnes idées, les tester et les mettre à disposition des autres territoires pour apporter des réponses, puisque je le redis, nous savons que nous avons 10 ans difficiles, mais difficiles qui vont nous permettre aussi de penser un peu différemment. C'était compliqué en une heure de parler de la transition écologique, mais très clairement, j'ai dans ma feuille de route la santé environnementale. Donc autant vous dire que la transition écologique fait partie des préoccupations du quotidien, sachant que 8% de la masse carbone est produite par la santé. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. Donc là aussi, nous avons, que ce soit dans les hôpitaux, à réfléchir sur. On était parti de la stérilisation à tout le jetable. Est-ce qu'on ne va pas revenir à voilà. On a un débat sur, je le lance, sur dans les boîtes de médicaments, les notices. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes pour donner les bonnes informations sur le médicament? Est-ce qu'il faut dans chaque boîte une notice qui consomme une feuille de papier? Enfin, je vous en passe, et des meilleurs. Mais on avance sur ces sujets de réflexion. Bien sûr, après, quand on parle de proximité, les transports, voilà, mais tout ça, c'est une globalité. Il est évident que dans toutes les politiques, quelles qu'elles soient, la santé y compris, la réflexion de la transition écologique, de la sobriété énergétique est au cœur de nos préoccupations. Alors c'est difficile de l'évoquer à chaque fois, mais c'est une évidence même, et c'est au cœur de nos préoccupations, je le redis. Sur le premier point, sur le CNR, si je peux me permettre, j'ai envie juste de dire, moi, Madame la Ministre, chiche, super. Voilà, chiche. Nos élus, ils sont dans les starting blocks pour proposer des choses, et ils attendent un certain nombre de traductions concrètes justement de cette position qui est extrêmement intéressante, c'est-à-dire les expérimentations locales qui fonctionnent. Eh bien, essayons de voir si on peut les modéliser, les diffuser. Ça, c'est le premier point. Sur la transition écologique, bon, compte tenu de nos adhérents, l'agriculture, vous voyez bien qu'on est aussi directement concerné. Et sur le champ de la santé, notre posture dans la politique, la contribution à l'élaboration de la politique de santé, et c'est tout récent de la part de notre conseil d'administration de la Caisse centrale, nous avons actualisé notre stratégie santé autour du concept One Health. C'est-à-dire, puisque nous sommes là aussi, santé environnementale, santé animale, santé humaine, et nous avons, compte tenu de notre territoire d'intervention dans les politiques publiques, nous avons ce regard global aussi sur la santé. Donc on sera aussi force de proposition sur cette démarche, et je suis très heureux d'entendre votre positionnement sur ce point. Alors, la Poste et la RSE de manière générale, et l'écologie plus précisément, c'est déjà une longue histoire. Je pense qu'on a beaucoup d'initiatives. On a la première flotte européenne de véhicules électriques. Et nous, on fait maintenant de la RSE by design, c'est-à-dire que tout nouveau produit qu'on sort, tout nouveau service qu'on travaille, qu'il soit physique, logistique ou numérique, parce que l'IT aussi doit devenir
plus responsable. On conçoit maintenant nos prestations pour qu'elles intègrent une consommation basse et ou une compensation des émissions. Donc, c'est vraiment des choses qui font maintenant partie pratiquement de nos missions et de la mesure d'impact qu'on a sur la société. Sur le CNR, pour un petit clin d'œil, évidemment que sur les sujets grand âge, vieillissement ou sur les sujets santé, pour ce qui concerne la Poste et les facteurs, comme toujours, on est au service de la République et des grandes missions et auprès des populations. Donc, si on a besoin de nous, on sera là. Merci beaucoup. Merci à tous trois. Merci particulièrement Madame la Ministre d'avoir bien accepté de venir. Donc je note, ça vous a plu, vous êtes prêt à revenir l'année prochaine? Je viens, quand on m'invite, je viens. C'est bon, voilà. Mais voilà, et puis bon courage, parce que voilà, en tout cas, moi je suis très heureux que ce ministère existe, que ce sujet qui pour moi, un sujet important depuis longtemps, la revue Regard, notre revue Territoire et Protection Sociale, on a fait en 2020. Et comme vous savez, j'ai travaillé pas mal sur le sujet des parcours. On peut dire ça parce que on a beaucoup travaillé ensemble. Voilà, on a travaillé ensemble dans la concertation de grand âge autonomie et tout ça. Donc voilà, on partage. Donc voilà, moi, bon courage parce que je trouve que c'est des dossiers passionnants et à la fois pour le système de santé, mais aussi pour l'action publique et le renouvellement du dialogue effectivement national-local, avec sans doute de nouvelles formes à inventer entre les collectivités locales et l'État. Et comme vous dites, je pense qu'il y a une maturité maintenant des acteurs. Tout le monde comprend qu'il faut agir. Et donc, voilà, j'espère qu'effectivement, on va trouver les bons modes, effectivement, pour progresser tous ensemble dans les années à venir. Merci beaucoup.